Vous pensez tout savoir sur les héritages brisés. Attachez vos ceintures, car l'histoire de l'orpheline enterrée vivante va vous glacer le sang. Au cœur de la savane béninoise, le village de Caponou s'éveillait dans la douce lueur rosée de l'aube. Les poules glapissaient, les premiers vendeurs installaient leurs étals, et les baobabs séculaires semblaient veiller sur chaque maison de Banco. Dans une case au volet bleu turquoise vivait Awa, une fillette de 8 ans, aux yeux pétillants de malice et au rire cristallin. Orpheline de mère depuis sa naissance, Awa avait grandi dans la tendresse de son père, Karim Adossa, un homme charismatique et généreux qui avait bâti, pierre après pierre, l'empire de transformation de manioc appelé Manitex. Depuis des mois, Karim perçait les secrets de la terre rouge et révélait la prospérité à tout le village, nouveau puits creusé, école restaurée, dépôt de farine inauguré. Chaque samedi, il offrait du gari aux enfants, et chaque dimanche, il invitait les anciens à partager un repas au sous-bois. Mais derrière cette générosité se cachait une inquiétude grandissante, des finances mystérieusement siphonnées, des livraisons détournées, et surtout, des rumeurs insistantes d'un malaise spirituel, alimenté par la prêtresse Makeda, qui murmurait que la balance du destin penchait dangereusement. Le jour où Karim s'effondra, tout bascula. C'était à la fin de la cérémonie funéraire du vieux chef Zancan, un événement solennel où l'on invoquait la bénédiction des ancêtres. Les tambours s'étaient tus, les incantations s'étaient envolées vers le ciel étoilé, et les femmes escortaient les derniers morceaux d'un agouti sacrifié. Soudain, dans un souffle rauque, Karim s'écroula derrière l'autel de pierre. Les grands yeux de Awa s'emplirent de larmes alors que l'assemblée, pétrifiée, s'écartait en silence. Les guérisseurs, appelés en hâte, ne purent ranimer l'homme, frappé d'un mal inconnu. À peine le corps de Karim avait-il été emporté que le notaire, un homme sec au regard implacable, fit irruption dans la case. Il déplia lentement un parchemin scellé de cire rouge, et lut d'une voix sèche. « Moi, Karim Adossa, déclare léguer l'intégralité de mes biens, actifs et passifs, à ma fille unique, Awa Adossa. Ma seconde épouse, Marlène Couillat, n'en recevra rien. » Un silence de plomb tomba. Marlène, drapée dans son pagne de soie grenat, sentit son cœur se serrer. Aucun mot ne franchit ses lèvres, son visage demeura impassible, mais une flamme sourde naquit dans ses prunelles. Les villageois, à la fois choqués et émus, entourèrent Awa de sanglots et de litanies, appelant la bénédiction de Zancan sur la fillette désormais seule héritière. Quand la foule se dispersa, Awa, trop petite pour saisir l'ampleur du drame, chercha la main de son père disparu. Marlène, en silence, observa la fillette. Son esprit s'emballa, comment accepter de n'être qu'une étrangère dans sa propre maison? Comment supporter qu'une enfant de 8 ans tienne désormais les rênes de Manitex, entreprise qu'elle avait tant contribué à faire prospérer? Cette nuit-là, tandis que la lune s'élevait, Marlène rejoignit la hutte de la prêtresse Makeda. Dans la lumière vacillante des torchets, l'air se chargea de fumée d'iroko et d'épaissé. Makeda, silhouette voilée, ouvrit un livre de cuir craquelé et prononça des paroles anciennes. Marlène, les doigts noués autour d'un gris-gris, murmurait « Que l'âme de Karim me protège, mais retire tout droit à cet enfant. » Le lendemain, le village découvrit que des milliers de francs CFA avaient disparu des caisses de Manitex. On parla d'un vol interne, mais les soupçons se portèrent sur Marlène, dont le compte s'était mystérieusement rempli la veille. Awa, naïve, offrit à sa belle-mère un bracelet de perles pour la consoler, Marlène l'accepta, son sourire figé dissimulant un serment implacable. Puis, alors que les tambours du marché résonnaient pour le grand jour de la vente du manioc, une lettre arriva de Cotonou, l'un des principaux fournisseurs menaçait de rompre tout partenariat, invoquant des irrégularités dans les recettes. L'entreprise chancela. Pour la première fois, la petite fille autonome vacilla. Elle ressentit la peur de l'abandon, l'ombre de la trahison familiale. Au crépuscule, Awa s'endormit le regard tourné vers les lucioles dans le jardin, comme pour qu'elle veille sur elle. Elle ne savait pas encore que, ce même soir, une décision irréversible se préparait dans la demeure familiale, sous le souffle lourd des plans secrets d'une mère prête à tout pour régner sur l'empire de son défunt époux. Les graines de la vengeance étaient semées, et l'orage n'allait pas tarder à éclater. Les premières lueurs du matin filtraient à peine à travers les palmes du marché de Sewe, quand Marlène s'avança vers la case de Awa. Elle portait un grand panier tressé, plein de fruits exotiques et de tissus colorés. Sous son pagne chatoyant, elle dissimulait un cœur embrasé par la jalousie. Awa, insouciante, bondit hors de son lit de feuilles tissées et se précipita dans ses bras avec un rire cristallin. « Viens, ma chérie, m'entraîna Marlène, j'ai besoin de ton aide pour choisir le meilleur igname. Aujourd'hui, on ira toutes les deux au marché, juste nous deux. » Awa ronchonna un peu,
Elle aurait préféré courir avec sa sœur Nadia, mais l'idée d'aider sa maman la ravissait. Les deux femmes prirent place dans la charrette de bois verni. Tandis que le charretier gourmand chalassonnait du fouet, Marlène planta son regard dans la nuée de poussière qu'il soulevait, évoquant silencieusement le plan qu'elle mijotait depuis des semaines. Sur la piste ocre, la charrette ralentit soudain. Marlène haussa un sourcil et appela « Tchala, que se passe-t-il » Le charretier fronça les sourcils, feignit l'inquiétude, un gros rocher est tombé sur l'essieu, madame. Il nous faut des outils. Sous l'œil attentif de Marlène, deux hommes surgirent de la brousse, Dogo et Massan, étrangers au village, mais bien connus de Marlène pour leur loyauté contre paiement. Ils sautèrent dans la poussière, empoignèrent Awa par les bras, et l'étouffèrent de leurs mains gantées. L'enfant hurla, la voix perçant l'air lourd, appelant sa sœur, appelant le marché qui bruissait de vie à deux pas. « Lâchez-moi » cria-t-elle. « Nadia ! Nadia !» Marlène, impassible, chuchota aux deux hommes, « Faites vite. Que la terre ne garde pas sa voix. » Pas même un battement de cils ne trahit son silence cruel. Ils traînèrent Awa à l'écart, dans une clairière noyée de racines et de brindilles. Là, ignorant de la douleur qu'ils infligeaient, Dogo et Massan creusèrent une fosse. Chaque pelletée résonnait, semblable à un glas, dans le cœur de l'enfant. Quand la fosse fut profonde, ils abandonnèrent Awa dans l'ombre de la mangrove et la recouvrirent de terre, tandis que ses sanglots s'éteignaient sous le poids des poignées de poussière. Marlène rejoignit la charrette, reprit la voix maternelle, « Tout va bien ma puce ? On rentre ?» Awa, étouffée sous la terre, crut voir s'éteindre la lumière du jour. Son cœur, trop vite battu, eut soudain la force d'un dernier appel, « Mama. Nadia. Aidez-moi. » Mais le monde se referma. Lorsque la nuit tomba, un silence presque surnaturel enveloppa la brousse. Les lucioles, petites sentinelles phosphorescentes, dessinaient des sentiers secrets. C'est à ce moment que Baba Idriss, l'ermite guérisseur, arpentait les sous-bois. Il revenait de longues semaines de jeûne, portant dans sa besace des herbes sacrées. On racontait qu'il était banni par le village pour avoir défié un fétiche, mais qu'il entretenait un lien plus puissant encore avec les esprits de la forêt. Cette nuit-là, son pas crissa sur une branche morte. Un gémissement, ténu comme une prière désespérée, le figea. Il s'arrêta, les yeux plissés, tendit l'oreille. Le son venait d'une clairière voisine. Il fraya un chemin parmi les lianes et découvrit la fosse fraîchement creusée. À sa surface, il vit des empreintes de mains et un pagne de fillette. Les ancêtres sont en colère, murmura-t-il, les sens éveillés. Il s'agenouilla et sentit, sous ses doigts ridés, une chaleur ténue, la vie. Sans hésiter, il dégaina un poignard de calebasse, retira la terre de ses lames, et creusa à main nue. Sa respiration s'accéléra quand, après quelques minutes qui semblèrent des heures, il entendit faiblement, « Qui ?» Le visage couvert de boue, Awa leva les yeux. Ses lèvres murmuraient instructions et suppliques, « Aidez-moi, monsieur, ma sœur. Nadia. » Baba Idriss la souleva délicatement, la posa sur son dos et, tel un vieux baobab aux racines profondes, s'éloigna de la fosse. Il chanta alors une incantation apaisante, faisant danser autour d'eux les lucioles, comme une escorte sacrée. Chaque pas paraissait suspendre le temps. Aux premières lueurs de l'aube, l'ermite et l'enfant atteignirent un ancien sanctuaire niché au sommet d'une colline. Là, les murs étaient ornés de bas-reliefs racontant la légende d'Ayaba, la reine cachée. Baba Idriss nettoya les plaies de la fillette avec des feuilles de manjari pilées, lui offrit de l'eau claire et murmura, « Tu t'appelleras désormais Ayaba. Les esprits t'ont choisi pour renaître, et ta voix doit devenir un écho de justice. » Awa, épuisée mais vivante, ferma les yeux en sentant circuler dans ses veines une force nouvelle. Elle venait de traverser la nuit la plus sombre, et déjà, un soleil intérieur éclatait, promettant qu'un jour la lumière de la vérité dissiperait l'ombre de Marlène. Les mois qui suivirent le sauvetage d'Awa, désormais appelé Ayaba, furent placés sous le signe de la reconstruction. Dans le sanctuaire perché sur la colline d'Atakora, Baba Idriss lui enseigna non seulement l'art des plantes médicinales, mais aussi la sagesse des anciens, chaque blessure peut devenir une force. Lui répétait-il. Sous sa tutelle, Ayaba grandit, le regard empreint de détermination et le pas sûr comme celui d'une reine qui se prépare. Pendant ce temps, au village de Kaponou, la nouvelle de la disparition de la fillette s'était peu à peu estompée, remplacée par les rumeurs de la faillite de Manitex. Sans la main douce et juste de Karim, les livraisons furent détournées, les jardins d'Ignams abandonnés, et la communauté s'enfonça dans la précarité. Nadia, rongée par le chagrin,
avait tout quitté pour un couvent au Ghana, cherchant dans la prière une paix qu'elle ne trouvait pas. Quant à Marlène, la fausse héritière, elle avait transformé la demeure familiale en simple échoppe d'amulettes, espérant nourrir les croyances pour masquer sa culpabilité. Un soir d'orage, alors que le vent faisait hurler les tôles du toit, une silhouette se présenta devant la boutique de Marlène. Vêtue d'un boubou de soie noire brodé d'argent, la femme entra sans un mot et posa sur le comptoir un écrin de bois sombre. À l'intérieur, un bracelet orné d'une pierre d'onyx. Marlène, surprise, leva les yeux. « Pour vous » dit la visiteuse d'une voix feutrée. « Pourquoi » balbutia Marlène, le cœur battant. Un symbole puissant, la renaissance après la mort. Toutes les graines enfouies dans l'obscurité retrouvent un jour la lumière. Avant que Marlène ne puisse réagir, la mystérieuse étrangère tourna les talons et disparut dans la nuit grondante, ne laissant derrière elle qu'un parfum d'encens et un sentiment glaçant. Quelques jours plus tard, une luxueuse voiture 4x4 aux plaques de Cotonou s'arrêta devant la place du village. 3 hommes en costume impeccable en descendirent et réclamèrent à grands cris la présence de mademoiselle Awa Adossa, fraîchement revenue d'Europe et promise à un mariage prestigieux. Les badauds, déconcertés, murmurèrent « Comment un tel honneur avait-il pu échoir à une enfant qu'on croyait morte ?» Le chef du village convoqua une assemblée solennelle sous le fromager géant. Les anciens se réunirent, les femmes firent claquer les tambours, et la poussière dansa dans les rayons du soleil. Lorsque le directeur des visiteurs prit la parole, la tension monta. « Nous sommes la famille Diabaté, industrielle de l'huile de palme. Nous venons demander la main d'Awa Adossa, dont la réputation d'excellence et de justesse est célèbre. Nous avons des preuves de son diplôme et de son retour triomphal. » À ce moment précis, un murmure parcourut la foule. Des éclats de voix indiquèrent qu'une silhouette s'avançait entre les colonnes de tiges de maïs séchées. Ayaba apparut dans son boubou d'indigo, la tête haute, les cheveux tressés de perles blanches. Autour d'elle, quelques disciples de Baba Idriss formaient un cortège de dignités silencieuses. Un silence sépulcral s'installa. Ayaba s'avança jusqu'au centre de la place et posa une main ferme sur le micro improvisé. « J'étais Awa. Aujourd'hui, je suis Ayaba. Celle qu'on a cru enterrer vive. Celle que Marlène pensait ensevelir à jamais. » Un frisson parcourut l'assemblée. Marlène, blême, sentit ses jambes fléchir. Ayaba continua, d'une voix claire, « J'ai été arraché à la terre par la grâce de Baba Idriss et guidé par les esprits vers la vérité. Ce testament, lu par un notaire complice, a été rédigé sous l'emprise d'un poison distillé par Marlène elle-même, grâce aux incantations de la prêtresse Makeda. » Dans un cri de désespoir, Marlène tenta de protester, mais sa voix se brisa quand Makeda, la prêtresse qu'elle avait tant vénérée, s'avança à son tour et la désavoua publiquement. « Tu as trahi le sang de Karim, Marlène. Tu as failli aux lois sacrées. » Les Diabatés, stupéfaits, tendirent à Ayaba un document officiel, le véritable acte de succession, signé de la main de Karim, retrouvé dans un coffret secret, scellé par le Conseil des Anciens. Les villageois, témoins de cette épreuve, levèrent les bras et acclamèrent « Vive Ayaba !» Reine retrouvée. Au milieu des vivats, Ayaba fit un signe à sa sœur Nadia, revenue précipitamment du Ghana. Les deux sœurs, unies plus que jamais, quittèrent la place en laissant derrière elles une fumée de destruction, un empire restauré, une héritière légitime, et une famille déchue par son propre orgueil. Ainsi se clôt le chapitre d'Ayaba, la reine qui renaît, et s'ouvre celui de son règne juste et lumineux sur les terres autrefois endeuillées de Cotonou. La morale de cette histoire est que, la vengeance aveugle et l'avidité détruisent autant ceux qui les nourrissent que leurs victimes. La vérité finit toujours par jaillir, et la justice, même lente, renaît avec la force des cœurs purs. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de aimer la vidéo, laisser un commentaire pour me dire quel personnage t'a le plus marqué, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines légendes africaines, partager avec tes amis pour propager la sagesse des anciens. Merci d'avoir suivi cette aventure, on se retrouve très vite pour une nouvelle épopée pleine de mystères et de magie. À bientôt, la team.